Donc c'est une série sur Apple TV+, qui est une nouvelle plateforme qui a émergé il y a 5 ans maintenant, un truc du genre. Un peu plus peut-être, qui était notamment connu pour Ted Lasso, qui apparemment est bien, mais qui moi perso me donne pas du tout envie. Par contre, c'est super. Et du coup, je vois qu'il y a des gens qui l'ont vu, etc. Très très bien pour vous. Et du coup, bon bah c'est une série. Le pitch, tout simple, hein, bien sûr, c'est que bah en fait c'est des gens qui vont au travail, mais qui en fait ont eu une opération qui s'appelle la sévrance, quoi, tout simplement, qui est du coup une opération qui permet de dissocier la personne qu'ils sont au travail et la personne qu'ils sont en dehors du travail. Comme ça, bah en fait, la sensation qu'ils ont, c'est qu'ils vont au travail et ils en ressortent. Et en fait, c'est presque quelqu'un d'autre qui fait ça. Il y a eu la news de la rentabilité. Oui, ils perdent 1 milliard par an, mais ça, c'est normal. Ça a toujours été le cas pour toutes les plateformes qui sont en train de débuter. Disney Plus était aussi ça, bien sûr. Et, euh, et du coup, bon, bah, rapidement, il commence à se dire, c'est un peu bizarre, en fait, ça, parce qu'il y a plein de choses étranges qui se passent à l'intérieur. Il commence à se dire, mais en fait, quand je suis à l'intérieur, je ne fais que travailler. Et donc, du coup, bah, c'est une autre personnalité qui fait ça, mais je ne fais que travailler, je ne fais que penser au travail. Et donc, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que y a pas un truc autour, un truc un peu complotiste autour même de ce qu'ils font dans ce travail-là? Parce que leur travail est important et mystérieux. Donc, c'est bizarre. Et même il y a ce côté effectivement dédoublement de personnalité qui est très intéressant. Moi je dois dire j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième saison de Severance que la première, parce que la première en fait j'avais cette impression là de voir un film de 10 heures. Oui c'est vrai que c'est produit par Ben Stiller et qui réalise certains des épisodes, notamment le dernier, et généralement le dernier et le premier de chaque saison, et qui est plus ou moins le showrunner j'ai l'impression de la série. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième saison que la première, principalement parce que la première, j'avais cette impression de voir vraiment un film de 10 heures. C'est-à-dire que il n'y avait pas tellement un truc qui distinguait beaucoup des épisodes. Il y avait ce truc-là où le rythme était un peu étrange sur cette première saison, où j'avais un peu du mal à rentrer dedans, j'avais du mal à comprendre la place des personnages à chaque fois. Et je dois dire que voilà, il y avait des personnages qui étaient pas très importants et qui d'un coup devenaient extrêmement importants. Enfin, il y avait ce côté-là où ça me dérangeait un petit peu dans ce que je voyais, et j'avais vraiment ouais, cette impression de voir un film de 10 heures, ce qui est le cas de beaucoup de séries en fait, et ce qui est vraiment le truc où moi je sais que ça m'insupporte en fait de voir des films où je ne comprends pas pourquoi c'est divisé en épisodes, puisque de toute manière bah, c'est fait pour être binge-watché, et où bah, c'est juste des formes d'entracte en fait, euh, la vertu d'être comment dire, la capacité d'être des épisodes. Là où je trouve que la saison 2 est beaucoup mieux rythmée à ce niveau-là, parce que à part les 3 premiers épisodes qui sont plus ou moins là pour boucler la fin de la saison 1, je trouve qu'il y a un vrai truc où la saison 2 est très cadencée épisode par épisode, et où chaque épisode a sa propre ambiance, son propre mood, sa propre cadence aussi. Et du coup, je trouve que la saison 2 est beaucoup mieux rythmée à ce niveau-là, et que il y a des personnages qui ont des épisodes très spécifiques pour eux. Je vais pas trop spoiler. Ne vous inquiétez pas, je vais rien spoiler hein, ici. Et je trouve aussi, bien sûr, que la réal de la saison 2 est exceptionnelle. Vraiment, ça tente beaucoup de choses. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ça a un concept très fort, Sévrance. Et ça exploite ce concept, en fait, tout simplement. Ça exploite ce concept dans sa réal, pour donner des plans qu'on a très peu vus, qu'on a pu voir ailleurs aussi. Et c'est ça qui, pour moi, est la grosse qualité de cette saison 2, c'est qu'elle est beaucoup plus cinématographique. On sait que il y a beaucoup de références, notamment c'est Playtime de Jacques Tati, hein, bien sûr. Tout ce qui est même un peu je sais pas, du American Psycho dans certains endroits, etc. Et on sait qu'il y avait des références, notamment, bah, on sait notamment qu'il y avait aussi des méthodes cinématographiques qui sont utilisées, notamment le travelling compensé à chaque fois qu'il rentre dans l'ascenseur, tout ça. Mais je trouve que cette saison 2 assume beaucoup plus son côté cinématographique et son côté bah, travaillé, artistique, entre guillemets, enfin, autorisant, on va dire, où tu sens vraiment qu'il y a quelqu'un à la barre et que c'est pas juste une série parmi tant d'autres qui est faite pour boucler les fins de mois pour certains réals, comme c'est le cas pour énormément de séries Netflix, par exemple. Notamment, bah, je pense à, sans trop spoiler, la fin qui fait beaucoup penser au film Le Lauréat. Enfin, il y a des trucs du genre, quoi. J'avais radicalement opposé. Bah, moi, je trouve vraiment,
C'est assez fou cette saison 2 et j'ai trouvé vraiment, j'ai beaucoup plus préféré la saison 2 que la première. La première, je me suis pas forcé à la regarder, mais j'avais des fois un peu ce truc de dire oui, bon, je vois le mystère, etc. Et je suis intrigué globalement. Mais ouais, je sais que je regarde aussi pour savoir la fin, quoi, globalement. Alors que là, la saison 2, je regardais avec plaisir tout ce qui se passait. Mais bref, du coup, je vais essayer de pas trop spoiler. Et j'espère que la vidéo de Bolshevik ne spoil pas trop, parce que moi, j'ai envie de la regarder. Parce qu'à chaque fois, Bolshevik, il fait quand même du très très bon travail pour bien résumer les problématiques spécifiques à telle série, à telle œuvre, à tel objet de pop fiction, de pop culture, pardon. Ça spoil rien, très très bien. La 2, j'ai l'impression d'avoir vu des épisodes filler. Ah, moi, je trouve justement ça appuie beaucoup plus sur l'ambiance. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce sentiment vraiment filler, entre guillemets. Mais ça appuie beaucoup plus sur l'ambiance et c'est un truc vraiment que j'ai vraiment, vraiment préféré là-dedans. C'est que c'est pas nécessairement. Enfin, je vois le côté filler, entre guillemets, mais je trouve que c'est des épisodes à mood aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien, justement. Enfin, il y a des épisodes qui m'ont frustré quand je les ai regardés parce qu'on n'en apprend pas grand-chose, entre guillemets. Enfin, c'est une série teintée de mystère. Mais je trouve que justement, quand une série teintée de mystère se force à dire la suite, etc., je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Enfin, je trouve que c'est une série qui repose sur son scénario et qui repose sur des révélations qui parfois peuvent être décevantes, en fait, finalement, au cas par cas, quoi, globalement. J'ai vu sa vidéo avant de voir la série, il n'y a pas de souci. Très très bien, très très bien. Il dit quasi rien sur la série en elle-même. Bah, c'est très bien. Parce que il y a aussi ça, hein, c'est que Severance, je trouve aussi dans cette saison 2 que ça appuie beaucoup plus sur son concept et sur les absurdités que ça peut générer, sur notamment, je pense au personnage de Dylan, pour ceux qui ont vu la saison 2, et à ce qui se passe avec lui, où dans la saison 1, c'était un personnage plus ou moins anecdotique et qui était là pour introduire quelque chose, et dans la saison 2, ça devient un perso beaucoup plus complexe, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on appuie vraiment sur quelque chose qui est étrange et qui ne peut se passer que grâce à cette séquence, justement. Donc c'est ça là-dessus où je trouve que les thèmes sont beaucoup plus abordés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les comédiens jouent super bien. Je regarde en VF, et la VF est super chouette. Notamment, c'est Lucien Jean-Baptiste sur le personnage de Milchik, et il est super bon dedans. Du coup, je peux pas trop juger des performances en VO, mais de ce que je vois, c'est quand même que lorsqu'il joue le mieux, c'est quand il parle pas. Donc, je pense quand même que je peux à moitié juger, mais les performances d'acteurs sont exceptionnelles. Notamment Michik. Tramel, je sais plus son nom de famille, mais lui, il faut lui donner des prix, il faut le booker sur tous les films actuellement, parce que il est exceptionnel, l'acteur qui joue Michik. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Adam Scott, l'actrice qui joue Elière aussi, également, dont j'ai oublié le nom. Enfin, voilà, Zach Cherry, je crois, qui joue Dylan. John Turturro, enfin, Patricia Arquette également. Enfin, tous les acteurs principaux sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et voilà, et c'est vraiment très, très bon. La moustache de Michik, meilleur acting. Et je trouve, voilà, je pense que je suis le seul à avoir cette opinion-là, mais c'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso de la série, hein. Michik, c'est fou, hein. Son évolution, son caractère, sans trop vouloir en spoiler, ce qui se passe avec lui et comment il évolue aussi, parce qu'il a une certaine évolution. Incroyable, incroyable. Non mais c'était une blague, oui, bien sûr. John Turturro qui est le roi de la série, bah oui. Et apparemment il va pas revenir dans la saison 3, ce qui moi bon, me déçoit parce que j'aimais beaucoup ce personnage, mais en même temps, sans trop spoiler, le personnage a un peu fini son arc, quoi. Voilà, je vais pas trop en dire sur la suite, mais dans la saison 2 il finit un petit peu son arc, donc je comprends qu'il s'en aille, quoi. Et du coup j'ai très hâte de la saison 3, ça bien évidemment, hein, saison 3 c'est la série d'Apple TV phare, plus que Ted Lasso, parce que encore une fois Ted Lasso, les gens forcent avec ça. Moi à chaque fois je regarde des extraits, je me dis ça a pas l'air drôle, c'est quoi cette merde. Et mais voilà, apparemment c'est très bien, mais ça a l'air merdique, genre vraiment merdique. Et alors que c'est vraiment pour le coup, bon bah effectivement ça a l'air d'être de la qualité, quoi. Il reste au moins 2 saisons IMO. Bah j'espère, enfin c'est ce que je disais avec des potes, merci Talwin pour le follow, c'est ce que je disais avec des potes, c'est que quand même, c'est 4 saisons, ça serait bien, quoi. 4 saisons, je crois qu'ils avaient dit, soit on fait 3 saisons et on boucle, soit on fait 6 saisons, mais je pense 4 saisons, ça serait bien, quoi.
Donc voilà. Après, tu voyais des extraits de Sévrance et tu disais, oh, ils sont juste dans un bureau en fait. Bah non, c'est juste que en fait, tous les plans que je voyais, c'était des trucs dans des bureaux qui étaient pas non plus très très intéressants et très très impactants. Et je trouve que justement, cette saison 2 rattrape beaucoup beaucoup le coup sur le côté euh, pépite de mise en scène, idée de mise en scène. Je pense notamment, il y a un travelling dans l'épisode 8, je crois, 8 ou 7, je sais plus. Et ça, là-dessus, c'est fou, quoi. Enfin, je trouve que, ouais, les plans sont très plan-plan, entre guillemets, par endroits, notamment sur la saison 1, et que sur la saison 2, ça se démarque énormément. Mais bref, voyons voir ce qu'a en dire Bolshevik. Moi, je suis généralement d'accord avec Bolshevik, donc à voir. Mais là-dessus, je serais peut-être pas d'accord. Et aussi, oui, ceux qui disent la série du siècle sur Sévrance, on se calme un petit peu, c'est l'effet autour actuellement, c'est normal, c'est la série vient de se terminer, enfin la saison vient de se terminer, c'est normal aussi, mais il faut se calmer aussi. La série des 10 dernières années, ça reste Twin Peaks saison 3, mais voilà, mais on se calme un petit peu, c'est normal, mais les gens disaient la même sur Succession, les gens disaient la même sur Better Call Saul, c'est bon, tu vois, c'est bon. Mais bref, les gens disaient la même sur Arcane, enfin voilà quoi. Bref. Mais pas grave, son nom à lui, c'est le taf. C'est normal parce que ça aussi, c'est que c'est un vrai sujet, hein, le côté sévrance, etc. Le côté dissociation du corps lorsqu'on va au travail, le côté où on devient quelqu'un d'autre aussi. Ça là-dessus, je trouve que c'est le vrai sujet de la série et qu'il est super, 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 super bien traité. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça là-dessus, c'est le cœur du projet, quoi. Et c'est ça qui est fou. Les gens disaient la même sur ça. Bon, non, ça pour le coup, non, hein, bien sûr. Bien sûr que non. Mais bref, voyons voir. Oui. Pas de son? Pas de son. Pardon. Il n'y a pas de son. Pardon. Désolé, c'est normal. Je suis désolé, j'avais coupé un petit truc. Ah, mais en fait, vous avez pas de musique de fond depuis tout à l'heure. Désolé. Bonjour. Accepteriez-vous de répondre à un questionnaire rapide? Ok. Super, alors c'est parti. Vous aimez les récits d'anticipation qui vous font dire ça fait réfléchir et un peu Moi, peur j'adore. et on vit vraiment dans Black Mirror. Vous J'adore. aimez les univers extraordinaires avec des dragons, des batailles interstellaires et des multivers infinis. Et si je vous disais qu'une des séries à la fois les plus imaginatives, ambitieuses et pertinentes vient de reprendre après des années C'est vrai. d'attente alors que vous ne l'avez probablement pas vue, qu'elle parle d'un truc si inconcevable pour l'esprit humain qu'il a été moins traité par la SF que la conquête spatiale, les voyages temporels ou les trous noirs. Alors après, il faut faire attention parce que une des grosses références de Sévrance, ça reste Brésil, ce qui est normal. Ça se voit partout et c'est quand même un film de SF qui est aussi très inspiré aussi de Metropolis, etc. Donc c'est aussi ça, quoi. Bref. Alors qu'il occupe une grande partie de nos vies, Kafka cette existe, chose bien sûr. Mais après, ça, de toute manière, c'est un peu l'angle de Bolshevik, et c'est pour ça que beaucoup disent qu'il est inculte, entre guillemets, c'est qu'il parle de pop culture très générale et très large, et actuelle aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui le critiquent, mais je comprends aussi qu'il en parle sous cet angle-là, hein, et je pense quand même que Bolshevik, il a sa propre culture, et qu'il a ses propres pensées, bien sûr, mais voilà. À la ref à Brésil, bah pourtant moi de ce que j'ai compris, c'est que je crois que c'est même assumé en mode il disait on a 3 références, c'est Brésil, Playtime de Jacques Tati. Ça, Playtime de Jacques Tati, si vous l'avez pas vu, c'est Sévrance, hein, vraiment. Et il y en avait une autre, je vais regarder juste. Ah oui, Dark City qui était une grosse inspiration apparemment. Enfin voilà quoi, et il y a vraiment ce truc là où tac, je regarde un petit peu, ouais, je regarde juste sur Wikipédia parce que ça dit que ça s'inspire aussi des backrooms, et je trouve il y a un vrai truc où effectivement on peut voir Sévrance comme une grosse adaptation des backrooms aussi, hein, bien sûr. Ça là-dessus, ça me paraît assez évident. On peut le voir comme un peu une sorte de Stanley Parable également sur l'absurdité du travail et l'absurdité des choses qu'on fait. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Mais bref, mais c'est aussi voilà, une manière de maxer la chose en mode c'est vraiment c'est unique au monde, etc. Sauf que bah, c'est un thriller, enfin un thriller. Ouais, il y a des côtés thriller, il y a des côtés mystère, des côtés suspense, tout ça bien sûr, mais bah, c'est une série très sympa et qui a ses inspirations, et c'est normal aussi, hein, et
tout à fait, ça n'enlève en rien à son originalité que d'avoir des inspirations, bien sûr. Pas vraiment une adaptation des backrooms, mais ça reprend l'esthétique initiale. Oui, l'esthétique liminale, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis c'est une adaptation des backrooms. Il y a ce côté-là. Il y a un côté esthétique assez proche du jeu de contrôle. Oui, dans le côté brutaliste, ça c'est sûr. Il y a vraiment ce côté très brutal, très froid en fait des intérieurs. Là, on le voit notamment, le truc bétonné. Ça, pareil, les décors de Sévrance, c'est exceptionnel. Les décors, les accessoires, les costumes. À chaque fois, c'est hyper bien travaillé. Et c'est aussi pour ça que c'est très sucé. C'est que en fait, tout est très perfectionné au détail près. Et ça, là-dessus, c'est vraiment magique, quoi. Absolument impénétrable, qui est le travail. Aujourd'hui, dans Populaire, on va... Alors après, voilà. Est-ce que dans la SF, ça parle de travail? Il y a quand même des aspects qui en parlent. Genre, il y a quand même des films qui en parlent. Je sais pas, ne serait-ce que Brésil, effectivement. Ne serait-ce que ça. C'est vrai que sinon, après, c'est des... Merci Nanachitos pour le sub, merci beaucoup. Alien parle de travail, ça, bien sûr. Alien parle d'ouvriers, en fait. Enfin, de trucs du genre. Enfin, c'est... À chaque fois, ça parle de cette condition-là, finalement, que de travailler. Ça, là-dessus, ça me paraît... c'est pour ça que ça me paraît un peu étrange, déjà, comme postulat. Mais peut-être qu'il va développer. Parler de ces grands oubliés de la pop culture, ces soldats inconnus du capitalisme tardif que sont les simples employés en chemise qui jouent avec des post-it dans des open space déprimants, de pourquoi le travail et les travailleurs manquent tant de représentation dans les imaginaires et de comment il est urgent que la culture populaire s'empare de ces questions. Faites-moi un beau sourire. Après voilà, le travail du... Comment dire, le travail du tertiaire dans l'idée du travail... vraiment derrière un bureau comme administratif, oui, il y en a moins dans le cinéma de SF, peut-être. Et encore, oui, Brésil, quoi. N'oubliez pas, vous allez la voir tous les jours. Mais j'imagine qu'elle est... Il va le citer. Quel générique. Il est vraiment très très bien, ce générique. Faut le dire. Sévrance, c'est une de ces séries dont vous avez peut-être entendu dire qu'elle était vachement bien, que vous devriez vraiment la regarder, et puis vous avez complètement zappé. C'est tout à fait mon cas. C'est-à-dire une série Apple TV. Did you know Octavia Spencer starred as a true crime podcaster on a show called Truth Be Told for 3 seasons? Of course you didn't. It's Apple TV, where celebrities go to hide. Sévrance, sachant que oui, Apple TV, c'est un peu cette plateforme sous-estimée, quoi, où... en soi, ça a du succès, mais ça ne se voit pas, enfin... Peu de gens en parlent, à part pour Sévrance. Ted Lasso, ça a fait 6 saisons, je crois, un truc du genre. En fait, c'est un peu l'inverse de Netflix, c'est-à-dire qu'ils renouvellent un peu tout. et ça, là-dessus, ils perdent de la thune, ils perdent 1 milliard par an, mais bon, c'est Apple, les gens. Genre, ils gagnent des milliards par an, bien sûr. Mais voilà. Ah, ça a 3 saisons, Ted Lasso. Ça a pas... Il y a pas une 4ème qui a été financée récemment? Je crois qu'il y a ça, je sais plus. Mais oui, mais en tout cas, c'est la plateforme pour, effectivement, comme disait John Oliver, se cacher, quoi. Mais ouais. Imagine un monde où une technologie permet de scinder votre cerveau entre temps libre et temps contraint au travail. On y suit donc des personnages dans la vie qu'ils mènent. C'est un outil de com pour se donner un vernis auteur à Apple, ils rêvent de perdre de la thune. Oui, c'est normal. Puis même, moi je me souviens que quand ils avaient dévoilé Apple TV, c'était carrément, il y avait une citation de Spielberg au début... Enfin, il y avait un truc quand Spielberg allait produire des trucs pour eux, notamment, je crois que là, il est en train de produire le Napoléon, enfin, l'adaptation de Napoléon que devait faire Kubrick, il le fait chez Apple TV, apparemment. Donc, il y a vraiment ce côté, ouais, chercher des auteurs, mais comme faisait Netflix au début, hein, ils sont allés chercher Fincher, chercher Scorsese un peu plus tardivement, enfin, voilà. Totalement détachés de ce qu'ils font au taf, ce qui peut paraître assez séduisant. Merci Greg M. Guy, merci beaucoup pour le sub. Train de hype en approche, n'hésitez pas à donner des petits bits, des petits subs, si vous avez un petit peu de côté de votre porte-monnaie. Je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui ont regardé Sévrance et qui après ont annulé leur abonnement Apple TV. C'est le moment de le mettre ici, en fait. Ça là-dessus, voilà. Du capital économique transformé en capital symbolique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une image de marque, en fait. De toute manière, Apple, c'est que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que je trouve que Sévrance représente beaucoup plus Apple TV que Ted Lasso. Encore une fois, j'ai pas vu Ted Lasso. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout l'image que donne... qu'on pourrait donner à Apple, alors que Sévrance, c'est vraiment une série, et même sur les failles, entre guillemets, d'Apple. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. C'est un peu comme The Boys, une série, entre guillemets, gauchiste, certains disent anticapitaliste, bon, voilà, faut doser aussi, qui est faite sur Amazon Prime.
Ça là-dessus, il y a un petit paradoxe, bien sûr. Oui, le Napoléon de Ridley Scott, c'est aussi sur Apple, c'est vrai. Et d'ailleurs, Killers of the Flower Moon de Scorsese, c'est aussi Apple TV. Et c'est des productions originales Apple TV, au cinéma. Pareil, le Tetris, par exemple, le biopic de Tetris, c'était Apple TV. Qui était pas mal d'ailleurs en plus. Donc voilà, ils ont quand même des choix pas mal, quoi. Tim Cook pourrait être le méchant final de Sévrance, que ça choquerait personne. Mais oui, c'est ça, il y a ce côté-là. Et ces mêmes personnages qui ne vivent que les heures de taf, sans la moindre expérience de ceux qu'ils sont à l'extérieur, ce qui, comme vous l'imaginez, est absolument terrifiant. Oui. Et du coup, c'est réellement extrêmement anxiogène, parce que tu vois le mec qui rentre et tu vois qu'il switch, il y a un petit effet de... comme ça, et en fait tu vois qu'il change de Un travelling compensé. personnalité, puis il a plus la même attitude et tout, et pour lui ce qui se passe c'est bling, et ça se rouvre et il ressort. Et en fait la journée de travail est faite, il rentre chez lui. Et ça là-dessus, c'est super bien fait à plein des égards. L'autre, par contre, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, il passe sa journée de travail, il rentre dans l'ascenseur, bing, ça se rouvre, il recommence une journée de travail. Mais pour lui, il s'est passé une seconde, en fait. Moi, ça m'a collé une angoisse, c'est tout con, hein. Mais j'étais là genre, c'est... Ouais, t'es coincé au travail 8 heures par jour, puis tu reviens 8 heures par jour, puis tu reviens 8 heures par jour. horrible, quoi. Il a pas de temps de repos. Finit par s'y habituer, ça permet de se concentrer sur les effets du sommeil, puisqu'on peut plus l'expérimenter. Oui, ça ressemble trait pour trait à un... Toujours rien compris au pitch, mais c'est pas grave, on garde le smile. Non, c'est simple. Imagine, toi, tu as cette puce. Bah, en fait, tu vas au travail, et c'est quelqu'un d'autre qui fait ton travail. Sauf que c'est toi, physiquement, mais c'est une autre personnalité. C'est-à-dire que ton vrai toi, il est ensommeillé, entre guillemets, et c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, et qui prend le contrôle de ton corps, on va dire. Il y a ce côté-là. C'est ça le truc. Un pitch d'épisode de Black Mirror, mais dont les ramifications seraient explorées sur une série entière. C'est vrai qu'il y a ce côté très Black Mirror. Ouais. Enfin, plus exactement sur 9 épisodes, sortis un peu de nulle part. En fait, le pitch est simple à comprendre, mais un peu difficile à expliquer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est du cinéma. 2022, et puis plus rien, jusqu'à il y a quelques semaines. Il faut dire qu'on doit Severance à Dan Erickson, à qui on devait jusque-là de notables des sketchs pour l'émission Lip Sync Battle, autant dire un parfait inconnu. Seulement, son scénario a tellement tapé dans l'œil de Ben Stiller, oui, ce Ben Stiller, que ce dernier a fait débloquer les moyens et le casting nécessaires pour en faire une série, dont il a réalisé le premier épisode, et puis finalement d'autres parce que ça lui plaisait trop. Et faut dire que ça a connu... Faut dire que ça se voit que c'est un vrai réal, ce type, par contre, c'est assez dingue. Son petit succès, construit au fil de la longue attente entre le cliffhanger de fin de saison et sa reprise tant attendue par les fans, après moult problèmes de production, de Covid et de différents créatifs. Et la grève des scénaristes et des acteurs, faut quand même le noter. Tout ça pour un quasi huis clos à la Cogip, avec des protagonistes au profil aussi commun, voire banal dans la vraie vie, que rare dans la SF, des cols blancs, des employés du tertiaire. Du coup, sortons nous aussi des gros tableaux avec plein de chiffres. Alors c'est très simple. Grâce à une étude américaine que j'ai conçue moi-même, il est incroyable, c'est mon préféré, je crois, de message à caractère informatif, où il est là en mode, alors vous voyez ici, ça monte, et après ça descend. Pourquoi ça descend? Ben, c'est dommage, ça descend. Et c'est hilarant, puisque je suis américain. En fait, ça paraît trivial comme ça, mais c'est un problème bien documenté dans les médias en général, notamment chaque année en France, dans les rapports de l'Arcom. Et oui, aujourd'hui, on est sur du pur divertissement, hein, de l'imaginaire, de l'évasion, et autant vous dire que c'est une tendance bien lourde. Pour 2022, on avait une représentation dans les médias de 9% pour les employés, alors qu'ils sont 15%. Et c'est quoi sinon? C'est artistes et commerce... Non, c'est cadre, profession libérale, chef d'entreprise. Oui, voilà. De la population générale. Et pour les ouvriers, carrément 2% contre 12%. Oui, bah ça y a rien, quoi. Des déséquilibres qu'on retrouve aussi à divers degrés pour les artisans commerçants et les professions intermédiaires. Mais alors, qui c'est qui prend toute la place? Et quand je dis toute la place, c'est pas une hyperbole. La catégorie des cadres, chefs d'entreprise et professions. Bien évidemment, parce que c'est la catégorie, en fait, qui, généralement, produit les œuvres et qui, du coup, ils veulent se sentir représentés aussi, quoi. Libérale avec 61% contre 10 en vrai. Divisé en CSP+, ou moins, qui devrait normalement être moite-moite, et ben non, on arrive à 6 contre 1. Et alors à côté, on a aussi le gros morceau des inactifs, où il y a toutes les personnes sans emploi, donc ça compte aussi les enfants par exemple, mais surtout le tiers de retraités qui juste...
Je vais même être encore plus cynique. Oh là. Severance, dans sa représentation du travail complètement anachronique et nostalgique, serait presque un moyen pour Apple d'effacer leur idée du taf contemporain dans les startups, c'est-à-dire l'extrême inverse. L'effacement total au taf et dans la vie privée du pro-perso, le viol de l'intimité constant par les mails notifs. Voilà pourquoi Severance est absolument médiocre sur l'idée du travail contemporain, c'est hyper daté, bolchevique et nul. Bah non, justement, c'est les messages, c'est là-dessus, quoi. Enfin, c'est pour ça que moi je trouve c'est pas daté, c'est vraiment dans notre époque. C'est-à-dire de réadapter des manières de voir les choses qu'on a effectivement depuis très longtemps. Bah, de toute manière, toutes les idées, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des nouvelles, j'ai envie de dire, hein, que ce soit philosophiquement, etc. C'est juste là les réadapter avec des esthétiques nouvelles, c'est-à-dire l'esthétique Backroom, l'esthétique Stanley Parable, tout ça, même si c'est aussi ancré dans certains c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, donc des trucs en mode Brasil, Playtime, tout ça dont je parlais, mais il y a quand même ce côté où c'est une nouvelle esthétique pour parler du travail, quoi. Notre époque essaye de nous faire croire qu'on n'a pas de N+1, qu'on est tous au même niveau, c'est vraiment c'est la vision 70 du taf, 70s du taf. Il y a aussi ce côté où ils sont très isolés, hein, non, c'est vraiment, c'est juste qu'ils ont un chef personnel, mais après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont encore des N+1, quoi. Il y a ce côté-là, quoi. Vraiment, quoi. Après, techniquement, les noms dissociés entrent pas mal là-dedans. Puis il y a aussi ce truc où c'est ultra effervescent avec plein de nouveaux concepts. Salut Zildal. Non, mais après, c'est des manières de raconter des choses qu'on connaissait déjà il y a un paquet de temps, et c'est de les remettre en lumière avec l'évolution de la société, ça bien sûr, mais ça s'appuie sur beaucoup de théorisations qui existaient déjà, quoi. Et qu'en soi, on connaît déjà depuis une cinquantaine d'années, quoi. Scène de travail dans Indestructible, c'est vraiment... c'est la même scène, c'est ça le truc, en fait, hein. C'est la même chose. Et après, juste pour cette critique on essaie de nous faire croire qu'on n'a pas de N+1, alors oui, pour certains tafs, mais la vérité, c'est que pour beaucoup des tafs de bureau, il y a encore un N+1 qui est là, qui est présent, qui est derrière toi, qui est à tes trousses, qui est vraiment... qui existe, quoi. Et ça là-dessus, il y a effectivement il y a beaucoup de jobs qui sont maintenant très auto-entreprise, etc. Il y a une augmentation, mais ça reste des jobs marginaux entre guillemets, quoi, et qui sont pas non plus les grosses représentations, quoi. Genre là-dessus, je sais, il n'y a pas écrit, enfin, artisan commerçant, j'imagine que c'est cette catégorie-là, et c'est 10% du coup, 3%. Après oui, il y a profession libérale, mais globalement vous voyez bien que dans la division du travail, c'est assez équilibré, quoi. Genre voilà, je sais pas la part vraiment de gens par exemple en auto-entreprise, parce que j'imagine c'est plutôt ça qui est les gens qui n'ont pas de N+1. C'est des gens qui sont en auto-entreprise et qui du coup sont leurs propres patrons. Ça je connais, hein, je suis intermittent, donc je connais bien sûr. Et je rentre dans cette catégorisation là où j'ai pas de patron, même si j'ai des gens à chaque fois quand je suis dans un taf qui sont là, quoi. Le taf en mode startup, rappelez-vous que ça reste ultra minoritaire dans le tertiaire. Oui, c'est ça. Et puis ça reste en plus minoritaire dans le tertiaire. Genre il y a encore beaucoup de jobs qui sont dans le primaire, le secondaire, quoi. C'est-à-dire pour ceux qui sauraient pas, donc c'est des jobs. Le tertiaire, c'est globalement les jobs non essentiels, on va dire. Le primaire, c'est ce qui produit notre bouffe, c'est ce qui produit notre électricité, c'est ce qui produit les trucs dont on a tous besoin. Et le secondaire, c'est ce qui produit des trucs dont on a besoin, mais où si ça marche pas, c'est pas si grave. Je crois que c'est ça à peu près. C'est genre les transports, par exemple, les transports en commun, c'est, il me semble, du secondaire. Mais voilà, mais sinon le tertiaire, c'est tout ce qui est assurance, enfin des trucs administratifs, un peu chiants, enfin voilà, quoi. Il me semble que c'est ça, hein, en termes de division du travail. Moi, ça fait très longtemps, c'était mes cours de SES là-dessus, et c'était des trucs du genre, quoi. Mais genre, si demain, il n'y a plus de bouffe dans les supermarchés, c'est mort, quoi. C'est mort. Et les jobs, c'est beaucoup des débats en mode les jobs non essentiels, les jobs dont on a besoin, enfin, des trucs du genre. Rappelez-vous des jobs de toute la période Covid, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la série tombe au bon moment, c'est qu'il y a eu toute la période Covid, avec les jobs essentiels, ça vous vous en souvenez, les travaux essentiels. Je crois que primaire c'est production brute, secondaire c'est transformation, manufacture, et tertiaire c'est les services. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et mais du coup, rappelez-vous toute la période Covid où il y avait encore des gens qui taffaient, parce que pour beaucoup, je pense ici, on a vécu comme une période où on était au chômage technique. En fait, il y avait beaucoup de gens qui continuaient de taffer. Et c'est
normal entre guillemets, mais bah il y avait pour tenir la société, il y avait encore des gens qui travaillaient. Une partie non négligeable des gens qui travaillaient. Disparaît. Pouf. Parce que ça, c'est les médias en général. Dedans, t'as le poids énorme de tout ce qui est, par exemple, les chaînes d'infos. Oui. Où là, t'as Ah bah oui, si c'est les médias en général, je comprends en vrai. partout des cas. Bien sûr que c'est des experts qu'on va aller voir pour des trucs, pour parler des choses, etc. Après bon, c'est toujours les mêmes experts et c'est pas forcément des gens ultra diplômés et qui ont vraiment une expertise de terrain, ça bien sûr, enfin tous les Christophe Barbier, tout ça. Et c'est dommage que ça soit si mal représenté à côté, quoi. 90% minimum de CSP+, dont la palme à CNews avec 98,2%. Wow. Eh mais, wow, c'est fou, 98,2%. Et j'imagine que sur... Ouais, non, 93 sur France Info. Parce que j'allais dire, sur les chaînes publiques, j'imagine il y a un peu plus de... Enfin, c'est un peu mieux, plus équilibré. Mais wow. De CSP+, la chaîne du vrai peuple, hein, pas des bobos déconnectés. Ah bah Mais ça, en fait, vous le savez déjà. Si vous voulez entendre des prolos parler plus de 30 secondes, faut aller sur Ça ira, l'émission Twitch de l'humanité. Ouais, Bref. Mais, et les fictions dans C'est tout une ça dinguerie, bah oui. Les films, les séries, la culture pop même. Alors, c'est vaste et plus compliqué, mais quand même. L'Arcom, maintenant, ils font un petit segment sur les contenus des plateformes. Ah. Alors, attention, hein, c'est Oh. pas du tout aussi exhaustif, forcément. Oui, c'est des petits trucs, parce que forcément, c'est tellement dur à voir. Ils se concentrent sur les programmes les plus regardés des plateformes les plus massives. Bon, résultat, comme vous l'imaginez, c'est à fond des trucs ricains, hein, comme Oui. une bonne partie de la pop culture, Oui. et c'est beaucoup ça qui est regardé aussi en France, c'est comme ça. Oui. Et là aussi, on Surtout sur les retrouve plateformes. cette énorme surreprésentation des patrons, cadres et professions libérales. Cependant, vous noterez deux trucs très intéressants. Là, la catégorie des inactifs, au contraire, ils sont très très présents. Mais pourquoi? Ah, les Est-ce chômeurs. que vous trouvez qu'il y a beaucoup de vieux dans les fictions? Eh ben non, bien sûr, hein, c'est que dans tout ça, il y a plein de programmes orientés jeunesse. Oui, c'est les étudiants en fait. Bah, c'est Stranger Things par exemple, où c'est des inactifs. Parce que rappel, inactif en fait, c'est principalement retraités, chômeurs et étudiants. C'est principalement ça. Où il y a plein de petits jeunes qui Oui. ont donc pas d'emploi, comme dans des trucs comme Stranger Things ou les programmes Disney. Puis il y a des trucs, en vrai, je sais même pas comment ils comptent, hein, du style Vaiana, c'est quoi son CSP? Est-ce que Oui. elle coche l'annexe 2, chapitre 2, relatif aux marins pêcheurs sur le site de Pôle emploi, Oui. et de milieu des océans, ils le mettent en profession libérale, bref, vous voyez le problème. Oui, il y a aussi, bien sûr, c'est pour ça que ça a pas de sens en fait aussi de parler travail parce qu'il y a énormément de... Ah, c'est chômeur, c'est pas inactif pour l'INSEE. Ah, ok, oui, je vois. Mais c'est vrai que oui, il y a... Enfin, Hercule, c'est quoi son job? C'est vraiment terminaliste. Bah, en fait, dans des cadres d'études, je comprends à peu près. Je vois à peu près où ça va. Je me dis, bon, d'accord, mais c'est vrai que du coup, en fait, tu te heurtes facilement face à un mur, quoi. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Vaiana et les CSP+, bah, mais c'est ce qu'il dit, hein, c'est en mode, c'est absurde comme question, tu vois, c'est absurde en mode, qu'est-ce que tu définis là-dessus, enfin, voilà, quoi. Hercule, fils de CEO, ouais, fils, enfin, royauté, ouais, peut-être, enfin, voilà, mais royauté, ça rentre dans quelle catégorie Hercule BTP, bah, vous voyez, vous dites des questions, vous dites des réponses complètement opposées. Ensuite, bon, bah, autant les ouvriers, bah, ils passent encore à la trappe, hein, autant les employés, bah, ça va par rapport à la population générale. Sauf que, réfléchissez 2 secondes à c'est quoi les métiers qu'on voit surreprésentés dans la pop culture et qui relèvent pas forcément des cadres, de chefs d'entreprise, des classes Ah, les flics. Les flics. voire des aristos. Bah, vous voyez bien que Ouais. c'est des militaires, des policiers, des scientifiques, des espions, etc. Oui, forcément. Forcément, c'est ça. Et dans cette catégorie des employés, il y a tous les personnages de flics, de soldats, d'agents de tel ou tel service, mais aussi le personnel scientifique, de santé, etc. Oui. Parce que comme le Oui, forcément, il y a beaucoup de romans policiers, de trucs. Moi, je sais, là, récemment, il y a un truc, c'est... j'ai vu, justement, ça m'a fait rire, parce que, bah, je disais, la VF de Sévrance, elle est vachement bien. Dedans, il y a Lucien Jean-Baptiste qui double, du coup, Michik. Et Lucien Jean-Baptiste, il est dans une série, là, actuellement, sur TF1. Je vois des affiches un peu partout. Joseph, la crème de la crime. Et je me dis, oh, c'est marrant, parce que Lucien Jean-Baptiste, c'est un grand comédien de doublage à la base, et... à la base entre guillemets, et qui du coup depuis est devenu plus connu ailleurs, donc je me dis oh c'est trop marrant et tout, enfin je suis content pour lui, bien sûr, voilà quoi.
Après, c'est aussi intéressant d'avoir un nombre d'inclassables, car ça donne aussi des infos sur notre rapport à l'art et à la représentation. Bah, c'est aussi un rapport à l'aspérité qu'on peut avoir face aux choses, quoi. De ce côté-là. Théoriquement, plus de chances d'avoir de l'action avec ses corps de métier que les autres. Puis même, c'est plus facile à écrire, quoi. Enfin, il y a ce côté-là, c'est plus facile de faire beaucoup de contenu là-dessus que de faire, d'inventer d'autres métiers ou de... Enfin, c'est comment dire, il y a des tropes, il y a des clichés qui sont associés autour de ce genre de corps de métier-là, qui sont faciles à aller puiser à droite à gauche pour pouvoir faire ce qu'on fait, quoi. Et là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est... En fait, c'est effectivement, il y a plein de jobs inclassables dans la fiction, et qui, en fait, sont des aspérités, des utopies et des manières de voir le monde où on se dit c'est des nouveaux jobs, et techniquement, par exemple, les jobs dans Sévrance, sans vouloir trop spoiler, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est de l'administratif, c'est du job qualifié, enfin, c'est bizarre aussi, quoi. Martin Winkler, dans son petit éloge des séries télé, il y a 3 domaines. Des Hélène Débarque, plus facile de voir des militaires sortir des armes et faire un truc, il ferait quoi un Brutal? Oui, bien sûr. Techniquement, James Bond est fonctionnaire, oui. Bah oui, il est fonctionnaire du service public, hein. Bien sûr. Dont le travail réel, quotidien, concret est massivement représenté, c'est médical, police, justice. Ouais. Allons au tribunal. Oui, allons au tribunal. On est une bande de gros connards qui s'étalent dans le couloir pour discuter. Pourquoi? Eh ben, entre autres, parce que c'est des métiers qui voient défiler dans leur cadre tout le corps. On a fini la série hier, ça tombe bien que tu en parles, je spoil pas. Aucun spoil ici. Mais là, on regarde la vidéo de Bolshevik sur, du coup, le rapport au travail dans la science-fiction, notamment, et dans les genres de fiction. Et qui permettent d'aborder la société en général. Et qui, effectivement, présentent pas mal de situations un peu d'action, un peu extraordinaires. Oui, et comme j'ai des passe-temps très bizarres, j'ai pris la liste des 100 plus grands succès de l'histoire du cinéma, pas rapportés à l'inflation, et j'ai essayé de chercher tout ce qui relèverait d'employés ou ouvriers, mais qui ne sont pas des enfants, des scientifiques, des retraités, des militaires, des aventuriers, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé que Jack de Titanic, Spider-Man, le Joker, Katniss de Hunger Games, et c'est tout. Et je précise que Mario et Luigi sont dans Artisans et Commerçants, et Superman, il est journaliste, donc il est cadre et profession intellectuelle, et tu as vérifié normalement que c'était pas un pigiste. Il est en CDI techniquement, donc oui, c'est vrai. Alors que Spider-Man, la différence c'est qu'il est pigiste et photographe, quoi, et à côté il vend des pizzas, tout ça, c'est vrai. Et à côté, il est aussi étudiant, vu que c'est les États-Unis, donc il cumule 2 jobs plus des études. Mais oui, c'est vrai. Après, la naïveté de croire que si tu vas représenter plus d'ouvriers, ça veut dire que les gens vont prendre conscience des conditions ouvrières. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils disent, par contre. Hein. C'est juste de dire, pourquoi c'est représenter principalement ça plutôt que ça, quoi. Voilà. C'est aussi ce côté-là. Et oui, mais si tu vas par là, DiCaprio c'est le seul ouvrier qui se tape la bourgeoise, Spider-Man c'est un super-héros donc c'est pas n'importe qui. Non mais après voilà, c'est d'autres trucs. Là c'est juste il a fait une petite expérience de pensée en mode tiens c'est quoi les gros blockbusters. Et attendez, moi j'ai même envie de faire la même en mode box-office France 2024. Parce que là il a fait par rapport à rapporter à l'inflation de partout. Alors, un petit truc en plus, il est du coup... Alors, il est animateur... Enfin, les héros du coup sont... braqueurs, donc... braqueurs c'est quoi profession libérale, on va dire. Et du coup, les autres sont animateurs. On peut se dire que c'est c'est dans l'associatif. Après, on sait pas ce qu'ils font à côté, techniquement. Ok, le comte de Monte Cristo, du coup, il est... bourge, enfin, du coup, au départ, il est simple matelot, donc il est employé, ça ok. Vice versa 2 étudiante, Vaiana 2, dur à dire. Mufasa, bon, c'est la royauté. L'amour ouf, du coup, c'est des... alors, c'est une vendeuse... Alors, du coup, elle, donc ils sont étudiants pendant une partie. Après, elle est vendeuse d'habitation, c'est ça, enfin, promoteuse immobilière. Et lui, il est repris de justice. Et à la fin, il travaille dans un supermarché, les deux. Je crois que c'est ça. Ok. Bon, chez Méchant 4, j'ai pas vu. D'une partie 2, ils sont terroristes. Voilà.
Deadpool 3, lol. Gladiator 2, du coup, au départ, il est esclave et après, il devient voilà, gladiateur, ok. Je vais faire le top 15 pour aller plus vite. Sonic 3, il est techniquement dans la fonction publique, on va dire. Elle est employée dans un bail de location de voiture, c'est vrai. Donc techniquement, L'amour ouf, c'est un peu un des films les plus prolos en termes de représentation, hein, ça c'est vrai. Sonic 3, du coup, c'est... Bah, à un moment, ils sont agents pour l'armée. Donc ça, ok. Il n'y a pas de mal à se poser la question sous cet angle, c'était intéressant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bouge te rappe, ton prophète, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fanfare, bah du coup, c'est un chef d'orchestre et une personne qui travaille, qui fait à bouffer pour les écoles. Donc ça, voilà, c'est un mix. Bon, la planète des singes, bah, y a plus de travail. Kung Fu Panda 4, j'ai pas vu. Et Monsieur Aznavour, bah, du coup, il est chanteur. Et à un moment, il fait... Non, à un moment, il vend la sauvette. Oui, il est à la cuisine pour les enfants. C'est ça. En mode cantine scolaire. Ok. Donc, ouais, ça... Enfin, en fait, il y a beaucoup de métiers où juste on sait pas, quoi. C'est ça le truc, hein. Et du coup, normalement, il est dans cette catégorie de CSP là. Voilà. Non, c'est marrant à voir. Vraiment très intéressant. Moi, je suis content de ça. Au final, s'il y a un sous-genre qui représente vraiment le monde du travail en général, où on voit des protagonistes employés ou ouvriers, c'est ce qu'on appelle les comédies de bureau, ou plus généralement, les comédies de travail, qui est une des inspirations de Severance, qui en reprend une partie des codes. Quelle scène, cette scène, hein. En les transposant dans un contexte science-fictionnel nettement moins humoristique. Résultat, ce sous-genre est un des seuls espaces qui met en scène réellement la question du travail et les problématiques d'une très grande partie de la population. Ouais, c'est souvent dans les sitcoms où il y aura vraiment des dynamiques de travail et où ça va un poil plus parler de travail, ne serait-ce que dans Malcolm, hein, par exemple, où c'est Lois qui travaille dans une sorte de Walmart, enfin de Carrefour Auchan de merde, et où ça parle un petit peu de ses conditions de travail et tout, et où Malcolm du coup expérimente ça. Hal, on sait jamais, je crois, son métier, pour le coup, et c'est un employé de bureau. Ça, pour le coup, ça c'est sûr, mais on sait jamais vraiment ce qu'il fait, ses qualifications. Et ouais, les Simpsons, c'est pareil, où c'est bah, du coup mère au foyer, et Homer, il travaille dans une centrale nucléaire. Voilà, mais c'est un emploi, c'est vu comme un emploi de bureau. Enfin voilà, c'est comme ça. American Dad, du coup, bah, il travaille pour la CIA. Largement invisibilisé dans la culture pourtant dite populaire. Alors, il y aurait des petites exceptions, hein, bien sûr, comme les récits de sport ou de danse, qu'on avait déjà abordés ici, et qui sont d'une part des genres très populaires au sens de leur public, mais aussi souvent de leurs protagonistes, bien qu'ils se concentrent souvent sur des arcs d'ascension sociale via ces pratiques. Oui. Sinon, ces catégories sociales sont souvent cantonnées à ce qu'on appelle des films C'est vrai que c'est bizarre que tous les problèmes de thunes dans Malcolm, c'est autour de la mère et jamais du père, c'est vrai. Sociaux, parfois perçus comme Bah, parce que c'est une planque, j'ai l'impression que son c'est père. paternaliste ou misérabiliste, et rarement perçus comme faisant partie de la pop culture, Full Monty exceptionnel. à quelques exceptions près, comme The Full Monty ou Billy Elliot, où bah, y a de la danse. Comme si elles ne pouvaient pas être les protagonistes d'aventures réservées à une élite sociale, ou même des figures de divertissement. C'est tellement un biais que même quand une œuvre de divertissement grand public met un protagoniste issu de classe pop, il peut pas juste venir de classe pop. Tu peux pas juste être un employé de bricomarché qui se tape contre la mafia. Non, il faut qu'en fait tu sois un ancien super agent de la mort. Tu peux pas être juste un petit agriculteur de l'espace ou un étudiant boursier magique. Je vois le truc où genre effectivement ça peut pas, enfin, ou alors ça serait comique, en mode bah la personne qui est un peu conne et qui bosse à son taf, etc. et qui bah d'un coup se dit en fait je suis trop fort pour faire ça. Voilà, bah, forcément c'est un ancien des Marines, enfin c'est tout le plot par exemple de Rebel Ridge du coup sur Netflix aussi récemment. Là c'était The Beekeeper, il y a aussi un film de David Ayer qui sort bientôt qui s'appelle Working Man, où c'est aussi ça, enfin oui bien sûr. Non, faut quand même que tu sois l'élu de la prophétie et secrètement un fils d'eux. Ce qui, au passage... C'est Ken Loach qui le fait, quand c'est Ken Loach qui le fait, après l'Humanité Mag dit c'est pas... Non, je pense que l'Humanité quand même disent Ken Loach c'est bien, hein. A priori, voilà. La grande aventure Lego, oui voilà. Mais je pense quand même que Ken Loach, a priori, les gens se disent c'est bien et c'est cool, tu vois. C'est juste que là, il parle... Enfin, rappel, hein, Bolshevik là-dessus, il parle de trucs populaires, hein. De trucs qui ont des succès en fait, genre de films de séries qui ont du succès, donc c'est aussi voilà, les films de Ken Loach ils sont très bien, mais bah c'est pour Cannes et c'est pour
l'intelligentsia parisienne, voilà, ça y est. Était une des bonnes idées de Star Wars 8, de casser ça, mais vous avez chougné, donc ils ont rétro-pédalé, et Oui. vous avez eu le Star Wars que vous méritiez. Mais Voilà, bande de merde, vous avez pas aimé Star Wars 8, ça je suis d'accord. bref, alors, vous allez me dire, tout ça, c'est un peu normal en fait, parce que on veut voir les aventures de gens qui ont des activités extraordinaires, pas du Pékin lambda qui nous rappelle la banalité du quotidien. Et oui, un peu, mais ça aussi c'est un biais, parce que c'est la norme dans les imaginaires. Spider-Man, ça montre bien qu'un super-héros, ça peut tout à fait être un prolo, y a pas de raison. Je vous renvoie à notre vidéo sur Squid Game, mais en Corée du Sud, ça fait des années qu'ils font du cinéma de genre ultra efficace, où tu vois des ouvriers, des employés, des classes pop, ça leur pose aucun problème. Même vrai, en ça. France, où on a quelques lacunes, et sur l'embourgeoisement du cinéma, et sur le cinéma de genre populaire, t'as des films de genre avec des travailleurs. Prenez les films d'action de Fred Cavaillé. C'est Pour vrai. elle, c'est un film d'évasion et le gars, il est prof. À bout portant, c'est une grosse course-poursuite et le gars, il est aide-soignant. Le Et convoyeur... ça là-dessus c'est souvent, moi je pense aussi à Farang par exemple, putain je sais plus, Farang là qui est sorti il y a 2 ans je crois, où c'est je crois qu'à un moment il est maçon vite fait, et sinon après il répare des baraques, enfin il fait des livraisons, il fait des sortes de boulot un peu perdu partout quoi. de Boukrieff, comme son nom l'indique, c'est des convoyeurs de fonds. Gueule Noire, c'est des mineurs. Machine sur Arte, c'est dans une usine. Et Vermine, c'est tout un voisinage de gens de banlieue. Et Oui. ça fonctionne hyper bien. En fait, Gilles Perret, là, maintenant que tu fais de la fiction, tu veux pas nous faire un petit film d'action à la Yves Boisset, genre le Oh non, ça va. prix du danger, avec Xavier Mathieu, maintenant qu'il est acteur? On voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Talent. Vous ne me prendrez pas de haut, s'il vous plaît. Mais non, mais non. Vous ne me prendrez pas de haut. Le mépris de classe, il a été des deux Même la nuit c'est vrai, la nuit c'est réveillé. côtés des ministres et du vôtre en même temps. Ah, D'accord très bien. Bon, c'est aussi pour ça que je voulais parler de Severance. Après oui, je suis d'accord, c'est très bien ce que tu fais Bochegui, il faut pas... laisser les coups. Voilà, et puis Gilles Perret, il est très bien à faire des docus aussi, et il a fait un film de fiction, et c'était très bien, et j'ai hâte qu'il fasse d'autres films, et s'il fait des documentaires sur la suite, je suis très content, s'il fait des films de fiction, je suis très content aussi. Parce que avec la SF, on pourrait encore plus se dire ça. Dans Mass Effect, t'as envie de jouer le commandant Shepard qui sauve la galaxie. T'as pas envie de jouer Karine, la galarienne, qui bosse dans les entrepôts de la Citadelle, qui a 40 ans d'espérance de vie, et tous les jours, elle fait 12 par sec. Après, alors, sans troller, ça sera un concept, genre un jeu où tu incarnes vraiment, enfin un truc en mode supermarché simulator là, et qui serait un peu visual novel, et où en fait l'histoire se passe ailleurs, et où le héros sauve tout le monde, sauve l'univers, mais toi t'es là à subir les conséquences, et comment tu réagis face à ça. Ça s'appelle Death Stranding aussi. C'est ça, c'est que Death Stranding, l'univers est en train de cramer, enfin la Terre est en train de mourir progressivement, merci pour le follow, et toi t'es livreur quoi. Et encore une fois, métier essentiel d'ailleurs, métier essentiel. Ça d'ailleurs, attendez, top JV 2024 vente. Voilà, je vais regarder le top vente 2024. Des bilans des ventes des jeux, tac. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Ok. Top 20 des jeux les plus vendus. Ça, parce que pareil, on pourrait faire ça. Alors, on a donc du coup FIFA 2025. C'est des footballeurs. Donc, c'est quoi footballeur comme profession? C'est quoi exactement? C'est des... Ils sont sous contrat. C'est un peu des freelances. Profession libérale, j'imagine. Enfin, les sportifs, profession libérale. Black Ops 6, ils sont militaires. FIFA 2024, ok. GTA 5, alors GTA 5, du coup, il y en a un, c'est chef d'entreprise. L'autre, il est... c'est des employés, ok, c'est des employés. C'est des prolos tout bourges, insupportables, ça va, ça dépend de qui. Eric Cantona est basé. Donc GTA 5, je me souviens plus exactement des trois. Il y en a un, il est chef d'entreprise, c'est ça, enfin c'est le bourge. L'autre, il est dans sa caravane, et l'autre, il est chômeur aussi, c'est ça. Et il devient chef d'entreprise sur la fin, je crois. Ok. Hogwarts Legacy, ils sont étudiants. Helldivers 2, ils sont militaires. Red Dead Redemption 2, pour le coup, j'y ai pas joué, mais c'est des chasseurs de primes, c'est ça, non? The Crew 2, ils sont pilotes. It Takes Two, je crois que c'est pas dit leur emploi. Call voilà. Elden Ring, ils survivent quoi. Enfin voilà. Mario Kart 8 Deluxe, du coup, c'est les loisirs. Donc, à côté, Mario il est plombier, enfin voilà.
Michael, c'est un prolo de base qu'on joue après Oui, non, mais tous sont des prolos à la base. C'est juste, bah, Michael, il a réussi, et donc c'est Franklin. Et Trevor, il est dans la merde, par contre. Et Texu, clairement 4 sup. Ouais, je sais plus si c'est vraiment dit dans le jeu. Je l'ai fait pourtant, Texu, j'ai adoré, mais je sais plus tellement. Donc Mario Kart 8, c'est leur loisir, donc on sait pas. Sparking Zero, ah, Goku, il est quoi? Goku, il est juste combattant. Genre, c'est ça son métier. Rainbow Six Siege, du coup, il est, bah, ils sont militaires. Warhammer aussi, ils sont militaires. Need for Speed Heat, ils sont pilotes, donc chauffeurs, j'imagine. Les chauffeurs, c'est... ça peut être profession libérale, ça peut être employé, ça dépend. Tac, Super Mario Bros Wonder, bon bah du coup il est plombier. Mais reparti, c'est leur loisir. Fallout 4, ils survivent. Et Metroid Exodus, ils survivent. Ouais, du coup... en fait, il y en a beaucoup, t'es là en mode, bref, je sais pas trop. Et voilà, quoi. Après, de toute façon, encore une fois, tu te heurtes aux limites aussi parce que tu joues pas à FIFA pour jouer de telle catégorie sociale, quoi. Mais après, voilà, effectivement, là, je vois le truc par rapport à Mass Effect où ça serait effectivement un concept de se dire, l'histoire se passe ailleurs, quoi. Et ce qui est réel dans beaucoup de visions des choses, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bref, pardon, je remets, tac. Fallout 4, tu joues un Bourges? Ah ouais? Ok. Mon père m'appelle. Je vais juste lui envoyer un message en mode je t'appelle plus tard. Tac. Et je finis vite. Pour aller chercher ses gosses, avec les gilets jaunes, elle a bloqué le relais d'Oméga 4 pendant des semaines. Alors, sauf que déjà, Armageddon ou encore Alien... Oui, alors après Armageddon, il y a plein de gens qui sont là en mode c'est un peu de la merde que ça soit des mineurs qui fassent ça. Enfin, je me souviens, c'est le commentaire audio qui est hilarant, où t'as Ben Affleck qui est là en mode j'ai demandé à Michael Bay pourquoi on envoyait des foreurs. On envoyait des foreurs devenir astronautes plutôt que des astronautes devenir des foreurs, et il m'a répondu d'aller me faire foutre. Film spatiaux prolétaires, hein, vous avez aucune excuse. J'ai emmené Dark Vador pour qu'il voit ce que c'est les conditions de travail sur l'étoile noire. Après, sur l'étoile noire, c'est aussi tout un débat. C'est quoi? C'est dans Clerks qu'il y a ce débat, je crois. En mode en fait, ils ont tué plein de prolos dedans et tout. Parce que c'était que des ouvriers là-dedans, et du coup en fait ça a plus tué de gens que ça n'en a sauvé, tout ça. Première étoile noire était occupée par l'armée impériale. Voilà. À bord, il y avait des soldats, la section d'assaut, les dignitaires, les gens de l'Empire. Quand elle saute, aucun problème, les méchants sont punis. Et la deuxième fois? La deuxième fois, elle était même pas terminée, elle était encore en construction. Et alors? Alors, un chantier comme ça, aussi gigantesque, nécessite vachement plus de main-d'œuvre que pouvait en fournir l'armée impériale. Je parie qu'ils ont fait appel à des entrepreneurs indépendants, des plombiers, des métallos, des couvreurs. Bon, ils ont fait bosser des entrepreneurs indépendants. Pourquoi ça te fout les boules que l'étoile saute? Tous les entrepreneurs innocents qu'ils avaient engagés se sont fait tuer. Ils ont été victimes d'une guerre qui les concernait pas. Bon, surtout, ce que rappellent des œuvres comme Severance, c'est que l'ASF, ça a pas à être que ça. Il y a aussi tout le côté anticipation, dont le rôle est justement d'explorer des phénomènes sociaux via le prisme de la science-fiction. C'est tout le truc. Après ça, pareil, là-dessus, le but d'une œuvre, je suis toujours un peu dubitatif quand ça en parle, tu vois, en mode, c'est quoi le but d'une œuvre? C'est que je suis en mode, une œuvre est ce qu'elle est, et après, le but, il est trouvé par les spectateurs, et c'est... Je veux dire, une œuvre n'a pas à faire ci ou faire ça. Et le côté anticipation, non, parfois c'est juste des gens qui s'amusent. Merci WM Comics pour le sub. Mais des fois c'est juste des gens qui s'amusent dans leur coin avec leurs jouets et puis basta. Et ça là-dessus, oui, le côté... Enfin, je trouve le côté toujours se dire, oui, une œuvre ça devrait faire ça, je trouve ça... Tu tombes souvent dans des impasses en fait à ce niveau-là. Qui moi perso, je trouve que c'est pas les trucs les plus intéressants du monde, quoi. Bolshevik qui a le même rapport à l'art que l'extrême droite, c'est un fait. Plus de se dire qu'il a un rapport, militant, tu vois. Enfin, après ça là-dessus, c'est les gens d'extrême droite sont militants aussi, quoi. Et ce que je vois aussi. Merci Oussem, enfin Brivan cancel. Et oui, Brivan est mort, merci à tous ceux qui sub. N'hésitez pas, un petit peu de sub et tout. Des subs, des bits, ça te permet de financer des projets, de financer des trucs chouettes. Pour la suite, là on a des petits trucs un petit peu en approche, pas trop teasés, mais voilà quoi. Pas faux, mais c'est le moins un sub dans ce store là. Bah oui, voilà.
C'est un peu scolaire d'essayer d'expliquer l'objectif sous l'angle du choix du genre. Oui, c'est ça aussi, c'est de se dire, bah la SF, elle est ce qu'elle est, et pareil, le côté œuvre d'anticipation, non, c'est généralement des gens juste qui voient des phénomènes actuels, et se disent, moi, ma manière d'en parler, c'est d'en parler en exagérant les choses, et donc en plaçant ça un peu dans le futur, tout ça, mais c'est des phénomènes actuels dont je veux parler, quoi. Donc voilà, Brazil, ça parlait des phénomènes actuels, quoi. Qui a fait le succès de Black Mirror, mais même là, c'est vrai que c'est beaucoup centré sur comment la société au sens large, dans la vie des individus en tant qu'utilisateurs de nouvelles technologies par exemple, rencontre de nouvelles problématiques. Et c'est souvent presque plus en tant que citoyen en général qu'en tant que travailleur par exemple. Alors que pourtant... On sait dans quelle catégorie sont classés les esclaves par l'INSEE? Travailleurs, employés j'imagine. Le travail, désolé, mais c'est quand même pas mal saillant comme phénomène social. Certes, dans science-fiction, il y a science. Mais justement, s'il y a bien un domaine qui est impacté par les évolutions technologiques, c'est celui-là. Et c'est vrai maintenant avec Internet, les IA, le management algorithmique ou les plateformes, qui sont des enjeux énormes dont c'est le rôle de la SF de les traiter au niveau de la fiction. Mais en fait, de tout temps, surtout depuis la révolution industrielle, l'automatisation, la mécanisation, etc. Qui ont d'ailleurs donné naissance à la SF en fait. Je peux le rajouter, mais... En plus, cet aspect science, il n'est pas juste là pour explorer les problématiques de la technologie elle-même. Ces technologies fictives permettent aussi d'incarner des problématiques plus profondes, plus humaines, plus abstraites. Autre série de SF sous-cotée et qui a qu'une saison et qui a pas trop été discutée, mais Tales from the Loop, qui est basé sur un univers un peu plutôt visuel de un mec qui s'appelle Simon Stalenhag. En gros... qui du coup a été adapté... par The Electric State là. C'est un truc un peu une SF un peu rétro comme ça, où c'est dans un petit bled où l'endroit où bosse un peu tout le monde, le truc qui fait vivre un peu le petit bled, c'est The Loop, qui est une espèce de bunker où il y a une technologie qu'on voit jamais trop, mais on sait que c'est une espèce de technologie de ouf de SF, et surtout ça fait que tout le monde va bosser normal tous les jours, ils vont aller bosser au Loop comme ça, ça n'a pas l'air d'être particulièrement extraordinaire, et toute la ville est un peu organisée autour de ça, et sauf que ça fait des phénomènes un peu chelous technologiques de SF autour. Et c'est un peu à la Stranger Things, c'est des gamins, des gens de la ville qui vivent des petites aventures. C'est presque du fantastique en fait, il y a un robot dans la forêt, il y a des phénomènes un peu bizarres qui sont justifiés par la technologie. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça parle pas tellement de la technologie. T'as genre un gars, il a un bras bionique, c'est comme ça. Bon après, comment dire, ça parle pas tellement de la technologie, enfin, tu pourrais l'étendre à beaucoup de choses en fait. Genre Sévrance ne parle pas tellement de la technologie, mais... Il y en a. Enfin, il y a plein de séries comme ça. Je sais pas quelle série parle de la technologie, en fait. Quelle série de SF parle de la technologie. Genre, dans Star Wars, il y a des hologrammes, c'est comme ça, et on t'en parle jamais comme ça, quoi. C'est dans la vie normale, et ça se concentre plus sur ce que ça dit de choses intimes de gens. Donc ça parle de l'amour, ça parle du deuil, ça parle de l'enfance, ça parle des relations parents-enfants, en fait ça parle de choses qui n'ont pas vraiment de lien avec la technologie elle-même, mais la technologie, un peu comme des contes fantastiques, elle permet d'inventer plein de petites histoires qui parle de choses très humaines et très intimes, et c'est un type de SF, je pense, qui pourrait être remis un petit peu... C'est énormément de choses de SF au goût du jour, surtout quand on sait plus trop quoi raconter sur le futur. Revenir à une SF qui est un peu plus humaine et qui est pas en mode imagine on serait tous avec des puces dans le cerveau. En fait voilà, ça a été fait 40 fois, et des fois en fait c'est peut-être pas... La frontière elle est bizarre dans ce dont il parle en fait, genre... Je trouve ça chelou. Tant la fascination pour la technologie qui est importante que ce que la SF elle permet en tant que genre d'histoire qui parle de l'humain, quoi. C'est pas obligé d'être des trucs dans 5000 ans, on a conquis la Voie lactée et je sais pas quoi. Tu vois, ramener un peu, rester un peu sur Terre aussi, c'est quand même. Je comprends pas aussi, enfin c'est la SF, quoi, genre ça parle toujours de ça. Que je trouve assez à développer, quoi. Le pitch Black Mirroresque de Severance, il parle pas tant de ce que de nouvelles technologies pourraient effectivement faire, même si avec les délires Neuralink et compagnie, ça commence à approcher un truc crédible. Elles permettent à la série d'incarner des problématiques qui nous concernent même sans que ces technologies existent pour de vrai. Le fait que vous détestez pas le lundi, mais le capitalisme, ou en tout cas la domination au travail, au point qu'on pourrait imaginer vouloir amputer assez littéralement cette partie-là de nos vies. I wrote the pilot while I was working a series of temp jobs, on lunch breaks and when I could.
And I sort of caught myself having this fantasy, you could say, where I was like, man, I wish that if there Parce que je pense que tous ceux qui ont bossé un peu dans leur vie, ils se disent, mais c'est génial de ce côté sévrance, quoi. Enfin, que quelqu'un d'autre fasse le taf à ma place, tu vois, tout simplement. Some way that I could just skip over the next 8 hours of my life and just immediately it's 5 p.m. and I can go home. Like I would 100% do that. And just realize like that's a kind of scary thing to catch yourself wanting, you know, less precious time on this earth. Partie de nos vies qui devient ici très littéralement une succession ininterrompue de journées de boulot répétitives sans même la partie métro-dodo dans un genre de purgatoire corporate, ce qui véhicule avec une grande puissance évocatrice la pure angoisse existentielle de l'exploitation au travail, y compris dans ce qu'elle a de déshumanisant puisque les personnages deviennent étrangers à tout affect, toute personnalité, toute vie qui ne soit pas celle de la... Ça là-dessus c'est la force de la série, quoi. C'est le côté quand ils sont dans la société et comment les faux semblants et tout, notamment avec Milchick qui est une sorte de aussi un peu de happiness manager bizarre, et ça là-dessus c'est très très fort. Boîte. Alors donc l'angle alpha, c'est ce truc là, c'est cet écart entre moi et le désir de mon patron. Et donc vous parlez de cet angle alpha comme quelque chose que le néolibéralisme veut réduire à zéro. Le projet du libéralisme, c'est de faire en sorte que nos désirs les plus profonds, les plus intimes, rejoignent totalement le désir maître, néolibéralisme, et qu'on s'identifie, qu'on épouse, au sens quasiment littéral, qu'on épouse le désir maître. Dans Severance, l'angle alpha, là, carrément quick, une espèce de totalitarisme. De toute façon, je pense que, comme disait Bresson, la meilleure idée doit être cachée dans une œuvre. Le vrai sujet de la série, c'est pas le taf, c'est la dissociation de l'inconscient, tous les délires psycha de Jung. Oui, mais c'est d'ailleurs le sujet de la saison 2, je trouve, en vrai. La saison 2, sur la fin, ça devient totalement ça devient ce côté dissociation de son propre, comment dire, de ses propres névroses, de ses propres traumatismes, et de se dire, j'aimerais que ça passe à quelqu'un, j'aimerais passer mes traumatismes à quelqu'un d'autre, et comme ça, j'ai pas à les gérer, et puis basta, quoi. C'est totalement le sujet. De la bureaucratie privée de 1984, Kojip. Je dis que le capitalisme a un caractère totalitaire puisque lui a cette intention-là. Lui a l'intention de remodeler de l'intérieur nos imaginaires, nos désirs et nos affects. C'est-à-dire, pour reprendre très cursivement la métaphore des vecteurs, c'est-à-dire la métaphore de l'alignement, il a pour projet de nous faire sentir d'une manière telle que nos désirs deviennent absolument conformes aux siens, aux désirs du capital. De même, ça interroge, à la manière d'une expérience de pensée fort divertissante, la vision libérale du travail, comme une pure relation contractuelle consentie avec l'entreprise. Parce qu'ici, techniquement, les personnes sont volontaires, demandeuses même de ce dispositif. Or, on voit non seulement en quoi ça n'en fait pas moins quelque chose de dystopique, et même, ça remet en cause le consentement à l'exploitation, puisque... Après, c'était qu'il faut faire attention, c'est le projet du capitalisme, ça veut pas dire qu'il y arrive. Bien sûr, mais après, c'est aussi ce qu'explore, du coup, Severance, c'est de se dire, le projet du capitalisme a réussi, et il y a des robots qui nous remplacent, quoi, entre guillemets. Et c'est le but du capitalisme, c'est de pas avoir besoin d'humains, quoi, quelque part. Mais en même temps, là, vous voyez bien qu'actuellement, on est dans une sorte de phase un peu de transit bizarre du capitalisme, où en fait, je pense qu'on peut se le dire, hein, mais on n'a jamais aussi peu eu besoin de travailler dans nos vies. Genre, il y a ce côté-là où on a des robots un peu partout, il y a des caisses automatiques, il y a de plus en plus d'outils pour nous permettre de manger à notre faim, qui sont utilisés, qui sont en fait automatisés, qui permettent de faire 10 fois plus de travail que n'importe quel humain. Il y a des tonnes et des tonnes d'outils qui nous permettent en fait de ne plus travailler. Internet existe, ne serait-ce qu'aller au travail, il n'y en a plus tellement besoin, donc tout ce qui est voiture, etc., est-ce qu'il y en a vraiment besoin de les construire ? Il y a énormément de trucs qui existent, qui sont là pour ne plus avoir à travailler. Sauf qu'on continue de travailler. Et même on travaille encore plus qu'avant. Parce que, en fait, le corps humain, il peut quand même continuer à travailler malgré l'existence de robots, comment dire, de manière en fait de remplacer l'humain entre guillemets. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est ça le problème. La partie de toi qui travaille ne sait même pas pourquoi elle a consenti. C'est littéralement une part d'elle-même qui aliène l'autre. Et en parlant d'aliénation, alors il y a évidemment le fait que la partie extérieure devient elle-même totalement étrangère au travail qui occupe ses journées. Beaucoup de choses sont bizarres dans notre vie professionnelle. Bien sûr, je ne vous connais pas vraiment, mais l'homme qui se tient devant vous, il vous connaît, lui. Et même,
Si je n'en ai pas conscience, une chose est sûre, c'est que je ne vous oublierai jamais. C'est un excellent épisode. Et même la partie excellent personnage d'ailleurs. Dans l'entreprise est totalement déconnecté de l'objectif réel de ses propres tâches, dans une sorte de bullshit job qui doit bien avoir un intérêt pour la boîte, mais qui lui est inaccessible. Ma théorie, c'est l'océan. L'océan. C'est la théorie générale? Non, Irving croit qu'on censure des gros mots dans des films. Tout ça, c'est permis par l'aspect SF au sens technologie fictive, mais aussi par l'aspect SF comme genre de récit. C'est-à-dire que le récit mobilise plein de dispositifs narratifs ou esthétiques permis par le genre pour incarner ces problématiques. Alors, il y en a des assez évidents, hein, comme ce détournement SF des tropes de comédie de travail, ou des mises en scène comme ces tout petits bureaux dans des espaces beaucoup trop grands. De manière générale, la série ça parle un peu de mise en scène. s'est ouvertement inspirée de l'esthétique Liminal Space, car elle a compris en quoi le mélange d'angoisse et de sérénité... C'est aussi, et c'est d'ailleurs, j'en parlais avec des potes, c'est aussi que un des mâles de notre siècle, et un des mâles aussi surtout aux États-Unis, c'est ce côté les non-lieux. Je sais plus qui avait théorisé ça, mais ça commence à percer aux États-Unis parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'en fait toute la société aux États-Unis est construite autour des bagnoles. Et du coup ça fait que il y a genre chez toi le boulot, c'est tout. Il y a rien d'autre qui existe. Et il y a après du coup des espaces de loisirs entre guillemets, mais c'est en fait des supermarchés et des cinémas et des centres commerciaux en fait. Et du coup il n'y a pas de lieu dans lequel tu peux juste vivre, et en fait tous les lieux deviennent des lieux de passage et des lieux très où toute individualité est supprimée et où c'est des lieux où tu n'as pas envie de rester en fait. Typiquement une gare c'est un non-lieu parce que tu n'as pas envie de rester dans une gare. Une station de métro c'est un non-lieu. Mais un parc c'est un lieu quoi. En plus il se casse la gueule, oui bien sûr. Et du coup est-ce que cette thématique des liminal space, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi d'aller dans ce genre de lieux-là et qui sont ultra vides en fait, et c'est badant en fait d'un point de vue existentiel. Qu'il dégage, disait quelque chose de notre rapport à ces espaces de travail. N'importe qui ayant déjà ouvert le magasin dans un centre commercial encore vide, nettoyé un étage de bureau avant l'ouverture, ou arpenté lors d'heures sup tardives les couloirs d'une boîte, connaissent intimement cette sensation. Ouais, tu te dis à quoi ça sert en fait, à quoi ça sert de faire ça. Moi je sais que parfois je fais la fermeture ou l'ouverture dans ma boîte, dans une boîte dans laquelle je bosse souvent, et c'est vrai que parfois t'as cette réflexion là de dire mais... Là c'est vide, tu vois, et pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Par définition, un espace voilà, c'est des petites réflexions que tu peux avoir comme ça. Liminal est un espace impersonnel de passage qui n'est pas conçu pour qu'on y vive. Et eux, dans Severance, ils y passent toute leur vie. Il y a plein de petits trucs très malins pour évoquer tout ça sans que ça ait besoin d'être dit. Notamment l'absence de signalétique dans ces énormes couloirs aseptisés ou l'esthétique rétro qui mélange en fait volontairement différentes époques pour donner l'impression d'un lieu familier et nostalgique, mais qu'on serait bien en peine d'identifier ou d'en définir l'époque précise. Il détourne également tout un tas de choses très banales de l'univers de l'entreprise, comme le pot de départ, les incitations un peu ridicules, mais aussi le côté profondément terrifiant du management bienveillant et l'injonction au bien-être paradoxalement anxiogène. Oui, ça là-dessus, excellent personnage. Excusez-moi, merci de ne pas parler. Tout ça, ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens, et la fiction dispose d'outils formidables pour l'aborder. Mettre non pas des mots, mais des imaginaires dessus, en venant contrecarrer les imaginaires managériaux dominants. Ce qui fait de Severance l'illustration absolue de ce que j'aime appeler le Kojipunk, en hommage à l'entreprise fictive du message à caractère informatif qui tournait déjà en dérision cet imaginaire managérial. L'idée qu'on vit bien dans une dystopie, mais nul à chier, un cyberpunk qui s'est réalisé, mais sans les costumes cool et les cyborgs à crête, dans une version si Bon après ça pareil, hein, c'est une manière comment dire, c'est une manière de négocier avec le réel, le côté cyberpunk, c'est trop cool tout ça, mais la réalité du cyberpunk c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde dans le cyberpunk quoi, et qu'il y a des gens stylés, tu vois, qui arrivent quand même avec leur style à faire ça, mais c'est un peu le cas quand même aujourd'hui quoi, il y a quand même des gens stylés et qui arrivent à peu près à faire leurs choses, leurs trucs, même s'ils sont dans une précarité immense quoi. Médiocre, sorti tout droit de l'imaginaire pauvre d'un BDE d'école de management qu'on peine à identifier comme une dystopie.
Alors, je sais, c'est un peu agaçant, les gens qui disent « Ah, on vit un peu dans Black Mirror ». Ceci dit, on vit quand même un peu dans Severance. Ah, Jean-Bernard, c'est horrible, j'ai l'impression que notre monde est en train de s'écrouler. Écoutez, Nicole, pas de panique, on va faire comme si on s'était jamais posé de questions et tout se passera bien. Mais comment on va faire concrètement? On va devenir complètement cinglés. On va brûler cet endroit maudit et le réduire en cendres. Excellente série quand même, hein. Faut se le dire. Non mais oui, mais la vidéo est sympa, et puis au moins ça a permis de parler travail, et c'est vrai, c'est un des thèmes principaux, ça bien sûr. Et c'est pour cette façon que c'est une des grandes séries de notre siècle. Non, en tout cas de ces dernières années, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que de toute manière, il y a ce côté très impactant, quoi. Très impactant. Mais ouais, mais bref, moi je vais y aller. Ça va, petit live, tranquille. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci tout le monde, tous ceux qui... Oh. Merci tous ceux qui sont venus, etc. J'espère que vous avez passé un très bon live. Et on se donne rendez-vous probablement mardi, j'espère. Voilà. Une vidéo qui donne envie à des gauchistes d'aller voir la série. C'est vrai, voilà. Au moins ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit la vidéo est mauvaise, etc. Je vois leurs critiques, je vois les critiques à faire. Je suis un peu déçu que ça cite pas Brésil, quand même. Mais je me dis, bon, après, c'est pas non plus ultra grave. Et en tout cas, voilà, ça reste une très bonne série. Et ça reste une bonne vidéo, ça reste une vidéo sympathique. Pensez dans vos prières, puisque là c'est le ramadan, à Brivan qui est décédé. Et paix à son âme, ça bien évidemment. Et voilà, et je vous envoie du coup chez Tatanarapi. Vraiment, je vous le dis, puisque c'est le ramadan, mais pensez à Brivan dans vos prières, qui est malheureusement décédé. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao, ciao.